petite bourgeoisie, le plus loin où on peut aller la petite bourgeoisie, c'est se transformer en bourgeoisie. Et c'est ça la principale leçon que l'on peut avoir. Alors, la seconde étape, eh bien, ça a été justement ce retournement. Pourquoi y a-t-il eu une décennie noire en Algérie? Au-delà de savoir si ça a été calculé, s'il y a eu un accord entre islamistes et État, etc. Ça, c'est des spéculations politiques. Nous ne sommes pas là pour faire de la politique fiction. Nous sommes là pour regarder les intérêts qu'a servi cette décennie noire. Objectivement, au sortir de la décennie, le traumatisme du peuple algérien est tel, les gens se battent pour préserver leur vie, et donc au quotidien ils doivent préserver leur vie. Le résultat, c'est qu'au sortir de cette décennie, l'économie, qui était essentiellement nationalisée, est privatisée. On a profité de cette décennie noire pour casser toutes les conquêtes sociales et casser toutes les velléités d'indépendance nationale. Et là, la petite bourgeoisie qui est devenue bourgeoisie, en réalité, eh bien, montre sa véritable nature de classe. Elle n'est plus une petite bourgeoisie qui tente de s'appuyer sur les milieux populaires pour négocier avec l'impérialisme dans le rapport de force, une place dans le marché impérialiste mondial. Elle est devenue une bourgeoisie qui est l'alliée des grandes puissances impérialistes. En gros, elle a rejoint ses frères de classe de la bourgeoisie marocaine, la bourgeoisie algérienne. Elle a rejoint ses frères de classe et elle est devenue une bourgeoisie comme les autres. Et donc, c'est essentiel de bien saisir la fonction de l'islam politique. Non pas pour dire que c'était manipulé, etc., mais pour saisir, pour interroger, à chaque fois qu'on pose la question des alliances, comme en Tunisie, avec qui on s'allie, etc., interroger les intérêts économiques. Quel est le programme économique de l'islam politique? Quel est le programme économique de Tunis en Tunisie? C'est-à-dire que la dimension économique qu'il faut interroger, à partir du moment où les classes se sont cristallisées, nous ne sommes plus en 60, les classes sont désormais cristallisées, elles sont au sens propre du terme, avec leur intérêt, etc., eh bien, nous ne pouvons plus être dans des politiques floues, de front, interclasse, d'unité nationale, etc. La question ne se pose plus du tout à ce niveau-là. Mais ça nous pose aussi la question du Maghreb. Ça nous pose la question du Maghreb. Si mon hypothèse, que je soulignais tout à l'heure, d'un affrontement non pas simplement avec nos bourgeoisies nationales pas au sens de bourgeoisie de chacune des nations, hein, pas bourgeoisie mais en termes de concept, si ça n'est pas contre elles simplement que l'on s'affronte, mais contre elles comme représentant du système impérialiste mondial, ou comme disait Frantz Fanon, comme gérant d'affaires du système impérialiste mondial, si c'est bien cela, eh bien, il faut se poser la question des conditions minimum pour sortir de la dépendance. Eh bien, ces conditions minimum supposent un cadre qui est plus large que chacune des nations. Pourquoi en Amérique latine avons-nous aujourd'hui des dynamiques qui peuvent résister à l'impérialisme? Eh bien, parce qu'il y a un cadre qui dépasse chacune des nations. Parce qu'effectivement, la solidarité et les plans de développement qu'ils commencent à avoir entre Cuba, le Venezuela, la Bolivie, etc., c'est-à-dire que le cadre de la déconnexion ne peut pas être chacune des nations. Alors ça nous pose des responsabilités particulières, qui est notre capacité à penser la dimension maghrébine à la fois en termes de solidarité, mais aussi, tout en n'étant pas idéaliste, mais aussi en termes d'organisation. Ça pose la question de la coordination des militants progressistes et révolutionnaires maghrébins, et que l'on cesse d'être dans la juxtaposition solidaire. Voilà. On va attendre que les camarades marocains fassent leur révolution pour les soutenir. Et puis inversement, chacun va attendre pour soutenir. La question qui nous est posée, c'est la question de la stratégie commune, parce qu'en réalité, chacune de nos révolutions est condamnée s'il n'y a pas ce cadre de déconnexion plus large que nous serions capables de construire. J'ai encore un peu de temps? Oui. Alors, du coup, je voudrais me permettre de tirer quelques éléments de conclusion. D'abord des éléments de conclusion théorique, et ensuite que je vais caricaturer exprès pour provoquer le débat, et ensuite des éléments de conclusion politique que je mets en débat avec tout le monde ici, mais en particulier pour nos organisations respectives, entre nous. Sur les conclusions théoriques, je vais dire des banalités, mais des banalités qu'il faut reposer aujourd'hui. La première, je le soulignais tout à l'heure, il n'y aura pas d'indépendance nationale, ni de développement au profit des masses populaires, sans une organisation autonome des travailleurs. La question qui est posée aujourd'hui, c'est bien celle de l'organisation autonome des travailleurs. Dans le processus révolutionnaire, on peut à certains moments avoir plusieurs classes intéressées, mais la question de vers quoi ça va dépend effectivement des classes qui ont une organisation. Eh bien, ça pose cette question-là de manière explicite. La seconde dimension,
porte sur les droits démocratiques. Bien entendu, en tant que progressistes, nous avons tout intérêt à la défense des droits démocratiques. Il ne s'agit pas de diminuer cette lutte. On peut même dire que si on devait caractériser ce qui s'est passé en Algérie, en gros les tâches nationales ont été menées par la petite bourgeoisie, mais les tâches démocratiques, bien entendu la petite bourgeoisie n'a pas associé les masses populaires à cette mobilisation. C'était par en haut qu'on construisait, y compris ce qui était progressiste, était construit par en haut et non dans la mobilisation par en bas des masses populaires, l'auto-organisation que tu soulignais tout à l'heure, qu'on a vu dans le processus révolutionnaire tunisien. Et donc les droits démocratiques, bien entendu, restent une place centrale dans la lutte, mais si la lutte pour les droits démocratiques n'est pas reliée à la lutte pour le projet économique, eh bien ils sont récupérables, instrumentalisables et peuvent permettre d'invalider toutes les conquêtes sociales, je préfère le terme conquête au terme d'acquis, toutes les conquêtes sociales des masses populaires. Autrement dit, le combat pour les droits démocratiques tout seul est une impasse pour nous dans nos pays. Entendez-moi bien, ça ne veut pas dire qu'on arrête le combat pour les droits démocratiques. Mais pourquoi voulons-nous des droits démocratiques? C'est pas seulement pour s'exprimer, c'est parce qu'on a besoin pour changer de société. Parce qu'on a besoin du droit de grève pour s'opposer à la bourgeoisie, c'est parce qu'on a besoin du droit, c'est parce qu'on a intérêt à ce que toutes nos langues s'expriment et qu'on ne brime pas des identités culturelles pour que, effectivement, eh bien, il n'y ait pas de division là où il devrait y avoir unité. C'est pour cela qu'on a besoin des droits démocratiques. C'est pour défendre des intérêts des masses populaires, c'est pas les droits démocratiques dans l'abstrait. Et je pense que trop souvent, encore dans nos pays, dans nos 3 pays, trop souvent, les droits démocratiques sont découplés du combat pour l'alternative économique et politique. La troisième dimension théorique qui me semble essentielle, c'est de bien avoir en tête, puisqu'on a eu tous les débats, est-ce que c'était une révolution en Tunisie, un processus révolutionnaire, une révolte, etc., au moins se mettre d'accord sur les tâches qui restent à l'ordre du jour. Il y en a au moins, et là-dessus, malheureusement, sur un certain nombre d'aspects, on n'a pas avancé par rapport à la sortie de la colonisation. Oui, nous avons encore des tâches nationales. Oui, nous avons encore des tâches démocratiques. Oui, nous avons encore des tâches populaires. Et donc c'est bien une révolution nationale démocratique et populaire qui est à l'ordre du jour encore aujourd'hui. Et ça n'est pas un hasard. Si on replonge dans, malheureusement, nos fondamentaux qu'on a eu tendance à oublier, eh bien, on aurait pu voir que la petite bourgeoisie ne peut pas mener à son terme le processus démocratique, le processus national et le processus de défense des intérêts populaires. Elle ne peut pas, parce qu'elle est bloquée dans ce processus-là par ses propres intérêts de classe. Et quatrième élément de conclusion théorique, et c'est pas facile de dire ça, parce que ça veut dire qu'il y a encore des combats, là pour les anciens, il va falloir vieillir encore un peu, c'est pas trop, encore, il n'y aura pas d'alternative sans des connexions économiques avec l'impérialisme. C'est tout le drame de tous les pays africains. Il faut une déconnexion. Tant qu'on pense construire une alternative politique et économique en l'articulant au marché capitaliste mondial, on est mort. On est mort. Et donc ça pose bien la question de la déconnexion. Or, la question de la déconnexion suppose des espaces au moins maghrébins, si ce n'est continentaux. Et c'est pour ça que la question du Maghreb et du monde arabe est posée. La question du Maghreb et de l'Afrique est posée. On est dans toutes ces identités-là comme élément de rapport de force dans l'affrontement avec l'impérialisme. En termes de conclusion politique, je voudrais juste sous forme de proposition un peu offensive, un peu volontariste, en faire 4. En faire 4 pour, bien entendu, après peut-être les revoir à la baisse si on estime que nous ne sommes pas prêts pour cela, que nous n'avons pas les forces. Mais je vais partir du concept marxiste de nécessité. Après, il faudra regarder le concept de possibilité. Donc, regarder nos forces, regarder nos moyens. Si on s'arrête à la notion de nécessité, nous avons besoin de nous coordonner à l'échelon maghrébin en évitant l'idéalisme, c'est-à-dire proclamer que ça y est, le Maghreb est construit, il existe, etc. Mais en évitant aussi l'attendisme, on va attendre d'avoir d'autres victoires. Donc il y a besoin d'une coordination politique à l'échelon maghrébin. Coordination ne signifie pas une seule organisation, non, c'est justement la notion de coordination. Deuxièmement, nous avons besoin, dans chacun de nos pays, de forger l'instrument politique, le parti, l'organisation politique, qui permet aux travailleurs de défendre leurs propres intérêts dans des processus qui articuleront toujours plusieurs classes dans les mois, les années, les décennies qui viennent. Troisièmement, nous avons besoin de faire un effort théorique pour appliquer, bon, vous savez, moi je me revendique du marxisme et du léninisme, pour appliquer le marxisme-léninisme aux réalités maghrébines, que les analyses de classe soient des analyses de classe qui partent de la réalité, des réalités maghrébines, pour comprendre la nature de classe de l'islam politique, par exemple, qu'est-ce
qu'il y a derrière, pour comprendre l'articulation entre tâches culturelles, tâches démocratiques, tâches nationales, tâches économiques, voilà, comment ça s'articule. Nous avons un effort de théorisation politique important qui ne peut se faire. On a tout intérêt à le faire en commun, parce que sinon, les réalités sont assez proches en réalité. Si on le fait de manière séparée, c'est vraiment du temps perdu. Et puis, quatrième dimension, ben, il va falloir repartir sur le b.a.-ba. Ben, il nous faut reformer nos militants, reformer des militants, redonner, en particulier dans la jeunesse et nouvelle génération, des cadres qui leur permettent de se doter du savoir qui leur permettront d'être, eh bien, non pas ceux qui se révoltent, ça nos peuples se révolteront, mais ceux qui seront en mesure à un moment donné de fixer le cap vers lequel ces révoltes pourront se transformer en révolte. Merci.